Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Mesdames et messieurs, retour au direct et nous sommes heureux d'être en ligne avec notre deuxième intervenant sur un dossier de taille, le dossier de journaliste saoudien qui a été assassiné et jusqu'à maintenant il n'y a pas de corps à l'horizon. Nous sommes heureux d'être en ligne avec monsieur David Rigoulet-Rose. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Comme vous le savez, c'est une émission dédiée aussi à traiter l'actualité internationale. Et l'actualité internationale qui est surtout les médias. Donc, c'est cette actualité de ce journaliste saoudien, monsieur Jamal Khashoggi, qui a trouvé la mort d'après la confirmation de l'Arabie Saoudite dans le consulat de l'Arabie Saoudite en Turquie. Ma première question, avant d'aller plus loin sur ce dossier, comment vous trouvez cet assassinat du journaliste Jamal Khashoggi? On parle d'un journaliste dans un consulat d'un pays étranger. Oui, c'est une affaire sans précédent, effectivement, qui d'ailleurs la gravité était soulignée par tous les responsables politiques qui ont été interrogés sur ce problème, notamment les responsables politiques occidentaux qui ont demandé qu'une enquête approfondie et transparente soit faite, dans le prolongement des révélations successives données par les autorités turques concernant effectivement d'abord ce qui était une disparition et aujourd'hui une disparition avec effectivement un assassinat avec préméditation, semble-t-il, d'après les termes même des autorités turques dans le consulat saoudien à Istanbul. Donc c'est une première de tuer quelqu'un dans un consulat. Là, ce n'est pas le premier journaliste qui a été assassiné à travers le monde. Mais pourquoi? Non, hélas, c'est pas le premier journaliste à disparaître effectivement ces dernières années. D'ailleurs, les associations de journalistes soulignent combien le métier est effectivement considéré comme particulièrement exposé souvent. Mais là, en l'occurrence, c'est effectivement le caractère particulier, c'est que ça se situe dans le cadre d'une enceinte consulaire, et donc ça soulève évidemment beaucoup de questions et beaucoup d'interrogations. Donc, il s'agit d'un assassinat d'État. Donc, on est dans un cadre étatique, on n'est plus dans un cadre d'un assassinat. Alors, l'espace est un cadre étatique, mais pour ce qui est des responsabilités, l'enquête est en cours. D'ailleurs, c'est depuis ces 10 derniers jours, c'est effectivement une succession de révélations par les autorités turques. Dans un premier temps, les autorités de Riyad ont nié que il avait disparu, pour reconnaître ensuite qu'il avait effectivement était bien dans l'ambassade, qu'il y avait été assassiné, semble-t-il, de manière accidentelle, avant de reconnaître le procureur saoudien jeudi dernier qu'effectivement, selon les informations transmises d'ailleurs par les autorités turques, que cet assassinat aurait été fait, il s'agissait d'un homicide avec préméditation. Alors évidemment, ça accentue les points d'interrogation, mais pour l'instant, l'enquête suit son cours. Comment vous voyez la réaction des États-Unis et leur implication vis-à-vis de ce jeune prince Ben Salman, Mohammed Ben Salman? Alors, concernant l'affaire Khashoggi, les États-Unis ont demandé, comme les autres responsables, et évidemment encore plus que les autres, puisqu'il y a une relation particulière entre Washington et Riyad, que toute la lumière soit faite. D'ailleurs, on peut noter que James Mattis, le ministre de la secrétaire à la Défense, vient de faire une déclaration selon laquelle cette transparence est indispensable pour établir la confiance, évidemment, et surtout que la demande d'extradition des 18 personnes incriminées par les autorités turques, les autorités de Riyad ont refusé effectivement leur extradition pour préférer les juger évidemment en Arabie Saoudite, dans la mesure où il s'agit de ressortissants saoudiens. Est-ce que vous ne croyez pas que M. Trump, quelque part, il s'est mis les pieds dans une affaire, puisque avec son engagement avec le prince Ben Salman, donc il a mis en avant sur la scène internationale, il a cautionné. Est-ce que M. Trump ne risque pas d'être touché sur son image s'il s'avère que le prince héritier est impliqué d'une manière directe dans cette affaire? Alors d'abord, les déclarations de Donald Trump ont alterné entre le chaud et le froid, on va dire. Donc, certains ont considéré qu'elles avaient été dans un premier temps complaisantes,
mais en d'autres temps, à d'autres moments, elles ont été beaucoup plus incisives et en menaçant même explicitement d'ailleurs Riyad si l'enquête ne trouvait pas effectivement des éléments de réponse qui demeurent nombreux puisque le corps n'a toujours pas été trouvé et puis que la question effectivement de la chaîne de responsabilité n'est pas totalement établie pour l'instant. Donc on peut dire qu'il y a un embarras du président Trump parce que compte tenu justement de la relation toute particulière qui est entretenue avec Riyad, qui est dans la région un élément déterminant de la politique américaine par rapport à l'Iran, par rapport à la question du terrorisme. Et donc ça ne se réduit pas uniquement à une question de contrat, même si le président Trump a dit effectivement explicitement que il ne souhaitait pas de voir la remise en cause effectivement des contrats signés, notamment des 110 milliards de contrats militaires. Mais on voit bien que ça dépasse la simple question purement commerciale, qu'il y a un enjeu stratégique de stabilité. D'ailleurs, c'est ce qui vient d'être souligné par le secrétaire à la défense, James Mattis. Sauf que l'Arabie Saoudite a réagi, qui a dit comme toute mesure prise à l'encontre de l'Arabie Saoudite, ça va entraîner d'autres mesures de reprise. Rhétorique, on va dire qu'il y a un jeu de rôle. De toute façon, dans des affaires de cette nature, Riyad pouvait difficilement se faire sermonner sans répliquer. Mais en l'occurrence, de toute façon, il s'agit dans tous les acteurs en cause font prévaloir des intérêts nationaux qui sont des intérêts supérieurs et donc effectivement ça explique l'embarras parce que c'est une affaire très grave et que tout le monde souhaite trouver une sortie de crise après l'élucidation d'un certain nombre de questions qui demeurent pour l'instant en suspens. Tout le monde a attendu le discours de M. Erdogan le jour devant son Parlement. Le discours du président Erdogan avait été annoncé de manière assez théâtrale d'ailleurs. On peut dire qu'il y a une vraie stratégie communicationnelle du président Erdogan, puisque depuis le début, il a laissé filtrer distiller par voie de presse et parfois par le biais de proches de son entourage un certain nombre d'informations qui étaient incriminantes et qui invalidaient au fur et à mesure la version présentée par Riyad, ce qui explique d'ailleurs la multiplication des modifications de cette version initiale. Mais en même temps, on peut noter que le président Erdogan s'est toujours bien gardé d'incriminer directement les plus hautes instances décisionnelles saoudiennes, et donc en soulignant néanmoins l'importance absolument impérative de trouver effectivement les réponses aux dernières questions qui se posent. Il l'a renouvelé d'ailleurs vendredi, en demandant justement de pouvoir élucider la question du corps qui n'a toujours pas été retrouvé et puis de la chaîne de responsabilité parce que évidemment ça s'est trouvé sur son territoire et que ces questions sont de son point de vue légitimes. Mais néanmoins, son discours devant le Parlement, c'était un discours il y a beaucoup de monde qui attendent des vérités comme ça a été auparavant annoncé, mais malheureusement donc il y a eu quand même, alors il y a effectivement, il n'y a pas eu d'informations fracassantes au moment du discours devant le Parlement turc. Il y avait quand même trois choses qui pouvaient être relevées. D'abord, c'était un résumé très très précis, circonstancié, chronologique de tout ce qui s'était passé, de tous les éléments effectivement de cette sombre et macabre affaire, avec des précisions apportées sur le commando qui aurait été responsable de la disparition et de l'assassinat du journaliste. Par ailleurs, il y a eu l'aspect il a insisté sur le caractère prémédité qui pour l'instant, qui jusqu'à présent n'avait pas du tout été évoqué et qui fait désormais partie, qui a été repris par la dernière version saoudienne, qui a admis effectivement le caractère prémédité par cette équipe, effectivement, qui se serait laissé aller sans ordre spécifique à une situation qui jugeait impardonnable et puis effectivement quand même le fait qu'il a insisté sur la communication directe qu'il avait avec le roi Salman à plusieurs reprises et on peut noter qu'effectivement il n'a pas incriminé les plus hautes instances décisionnelles saoudiennes. Est-ce qu'on peut dire que M. Erdogan essaye aussi, comme le cas de M. Trump, défendre ses intérêts en premier lieu, mais la vérité et surtout la famille de ce monsieur, ce défunt, qui c'est qui va la défendre? Oui, alors de toute façon, il y a une stratégie de communication de la part du président Erdogan.
Il a dit qu'il irait jusqu'au bout de l'enquête et qu'il avait toujours à sa disposition des éléments qui n'avaient pas encore été rendus publics, qui est une manière de maintenir la pression, en adjoignant les autorités saoudiennes de donner justement les éléments qui permettraient d'élucider les dernières questions qui se posent. Voilà. Et donc effectivement, il y a une stratégie aussi géopolitique de la part du président Erdogan, parce que c'est une manière pour lui de se replacer au centre de la région, de se rapprocher des États-Unis et effectivement, dans sa rivalité avec l'Arabie Saoudite, d'avoir un élément de pression pour éventuellement faire prévaloir un certain nombre d'intérêts qui lui sont propres. Donc c'est une affaire évidemment que d'aucuns considéreront comme instrumentalisée par le président Erdogan. Il y a une stratégie effectivement de sa part, parce que il considère que la Turquie a des intérêts à faire prévaloir. Et selon vous, vous n'avez pas d'informations sur la famille de M. Jamal Khashoggi. Est-ce que sa famille a porté plainte et auprès de qui par rapport Ah non, la famille a bénéficié d'une liberté de se déplacer, de sortir de l'Arabie Saoudite, puisque jusqu'à présent, notamment, le fils et le frère avaient été reçus par le roi Salman, oui, à Riyad, et puis effectivement, il a décidé de sortir d'Arabie Saoudite pour rejoindre le reste de sa famille à l'étranger. Et pour l'instant, il n'est pas question de sa part d'une d'une demande particulière. L'instruction, de toute façon, est effectuée par les autorités turques. Donc, ce sont les autorités turques qui gèrent le dossier. Justement, c'est pourquoi j'ai posé cette question. Pourquoi pas que la famille de défunts ne dépose pas plainte par rapport à la mort et à la disparition de leur membre de famille? Parce que jusqu'à maintenant, on est en train, comme vous l'avez bien dit, on est en train d'instrumentaliser cette affaire par les Turcs et par d'autres, hein, donc il n'y a pas que les Turcs, et la vérité s'éloigne de plus en plus. De toute façon, si la famille souhaite le faire, elle aura l'opportunité de le faire éventuellement. En plus, dans le cadre de l'ONU, il y a un certain nombre d'instances qui permettent effectivement éventuellement de lancer une instruction internationale, mais de toute façon le président Erdogan a dit que pour l'instant ça restait dans la prérogative des autorités turques, et donc la question pour l'instant n'est pas d'actualité, même si peut-être le deviendra-t-elle un jour. Et une dernière question, si vous le permettez, Monsieur Rigoli-Rose, qui concerne aussi la France. Comment vous voyez-vous la réaction de la France par rapport à cette affaire? La réaction française a été similaire à celle de ses homologues occidentaux, c'est-à-dire que compte tenu de la gravité de la situation, une certaine prudence qui tient justement à cette gravité, c'est-à-dire que compte tenu du fait que tous les éléments de la pièce de ce dossier ce dossier n'a pas été complètement reconstitué, donc il y a une procédure, une logique pour l'instant une logique prudentielle, avec l'idée que on prendra position en fonction des ultimes éléments qui seront rendus publics par les autorités turques, et ça s'explique, ça peut se comprendre tout à fait dans la mesure où la gravité est telle que les autorités nationales des différents pays concernés considèrent qu'il faut faire preuve de prudence pour à terme éventuellement prendre un certain nombre de décisions qui pour l'instant sont en suspens. Parce qu'il y a un grand nombre de voix qui se lèvent, ils disent il est temps d'arrêter l'exportation du matériel militaire à l'Arabie Saoudite suite à cette phase de l'enquête. Trouvez-vous ça normal? Oui, mais comme l'a rappelé le président Emmanuel Macron, cette question des armes vient un peu de manière décalée, parce que à la limite, ce qu'il a souligné d'ailleurs, cette question était préexistante d'ailleurs à cette affaire. À la limite, elle est plutôt pertinente éventuellement dans le cas du conflit au Yémen, puisque effectivement le Royaume est engagé dans la coalition arabo-sunnite dans ce conflit, et que les armes, effectivement, ils bénéficient d'achats d'armes qui lui permettent éventuellement de mener des opérations. Mais quant à la question directe de relier directement, effectivement, comme l'a fait d'ailleurs la chancelière Angela Merkel avec cette affaire Khashoggi, il n'y a pas forcément une pertinence immédiate avec cette question d'armes. C'est quelque chose qui est plus général d'ailleurs, qui dépasse largement la question des contrats de type militaire. C'est la question de la nature de la relation, et à cet égard, les autorités françaises ont rappelé que pour l'heure, il y avait
que cette relation avec l'Arabie Saoudite avait un caractère stratégique. Merci infiniment, Monsieur David Rigollet-Rose, chercheur à l'Institut de prospective et de sécurité en Europe, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique, de cet éclairage fort intéressant par rapport à un problème qui, sincèrement, il est important sur le plan humanitaire, mais aussi il est important sur le plan géopolitique et ces manœuvres entre les grandes puissances par rapport à une affaire qui a pris de l'ampleur sur le plan médiatique. Merci à vous. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir, monsieur. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique.